Lettre de mon moulin d'Alphonse Daudet. La légende de l'homme à la cervelle d'or. Il était une fois un homme qui avait une cervelle d'or. Lorsqu'il vint au monde, les médecins pensaient que cet enfant ne vivrait pas, tant sa tête était lourde et son crâne démesuré. Il vécut cependant et grandit au soleil comme un beau plant d'olivier. Seulement, sa grosse tête l'entraînait toujours, et c'était pitié de le voir se cogner à tous les meubles en marchant. Il tombait souvent. Un jour, il roula du haut d'un perron et vint donner du front contre un degré de marbre, où son crâne sonna comme un lingot. On le crut mort, mais en le relevant, on ne lui trouva qu'une légère blessure avec 2 ou 3 gouttelettes d'or caillées dans ses cheveux blonds. C'est ainsi que les parents apprirent que l'enfant avait une cervelle en or. La chose fut tenue secrète, le pauvre petit lui-même ne se douta de rien. De temps en temps, il demandait pourquoi on ne le laissait plus courir devant la porte avec les garçonnets de la rue. On vous volerait mon beau trésor, lui répondait sa mère. Alors le petit avait grand peur d'être volé. Il retournait jouer tout seul, sans rien dire, et se trimballait lourdement d'une salle à l'autre. À 18 ans seulement, ses parents lui révélèrent le don monstrueux qu'il tenait du destin. Et comme ils l'avaient élevé et nourri jusque-là, ils lui demandèrent en retour un peu de son or. L'enfant n'hésita pas, sur l'heure même. Comment? Par quel moyen? La légende ne l'a pas dit. Il s'arracha du crâne un morceau d'or massif, un morceau gros comme une noix, qu'il jeta fièrement sur les genoux de sa mère. Puis, tout ébloui des richesses qu'il portait dans la tête, fou de désir, ivre de sa puissance, il quitta la maison paternelle et s'en alla par le monde en gaspillant son trésor. Du train dont il menait sa vie, royalement, et semant l'or sans compter, on aurait dit que sa cervelle était inépuisable. Elle s'épuisait cependant, et à mesure on pouvait voir les yeux s'éteindre, la joue devenir plus creuse. Un jour, enfin, au matin d'une débauche folle, le malheureux, resté seul parmi les débris du festin et les lustres qui pâlissaient, s'épouvanta de l'énorme brèche qu'il avait déjà faite à son lingot. Il était temps de s'arrêter. Dès lors, ce fut une existence nouvelle. L'homme à la cervelle d'or s'en alla vivre à l'écart du travail de ses mains, soupçonneux et craintif comme un avare, fouillant les tentations, tâchant d'oublier lui-même ses fatales richesses auxquelles il ne voulait plus toucher. Par malheur, un ami l'avait suivi dans sa solitude et cet ami connaissait son secret. Une nuit, le pauvre homme fut réveillé en sursaut par une douleur à la tête, une effroyable douleur. Il se dressa éperdu et vit dans un rayon de lune l'ami qui fouillait en cachant quelque chose sous son manteau. Encore un peu de cervelle qu'on lui emportait. À quelque temps de là, l'homme à la cervelle d'or devint amoureux, et cette fois, tout fut fini. Il aimait du meilleur de son âme une petite femme blonde, qu'il aimait bien aussi, mais qui préférait encore les pompons, les plumes blanches et les jolis glands mordorés battant le long des bottines. Entre les mains de cette mignonne créature, moitié oiseau, moitié poupée, les piécettes d'or fondaient que c'était un plaisir. Elle avait tous les caprices, et lui ne savait jamais dire non, même de peur de la peiner. Il lui cacha jusqu'au bout le triste secret de sa fortune. Nous sommes donc bien riches, disait-elle. Le pauvre homme répondit, oh oui, bien riches. Et il souriait avec amour au petit oiseau bleu qui lui mangeait le crâne innocemment. Quelquefois cependant, la peur le prenait. Il avait des envies d'être avare, mais alors la petite femme venait vers lui en sautillant et lui disait, mon mari qui est si riche, achetez-moi quelque chose de bien cher. Et il lui achetait quelque chose de bien cher. Cela dura ainsi pendant 2 ans, puis un matin, la petite femme mourut, sans qu'on sût pourquoi, comme un oiseau. Le trésor touchait à sa fin, avec ce qui lui en restait. Le veuf fit faire à sa chère morte un bel enterrement. Cloches à toutes volées, lourd carrosse tendu de noir, chevaux empanachés, larmes d'argent dans le velours. Rien ne lui parut trop beau. Que lui importait son or maintenant? Il en donna pour l'église, pour les porteurs, il en donna partout. Aussi, en sortant du cimetière, il ne lui restait presque plus rien de cette cervelle merveilleuse, à peine quelques parcelles aux parois du crâne. Alors on le vit s'en aller dans les rues, l'air égaré, les mains en avant, trébuchant comme un homme ivre. Le soir, à l'heure où les bazars s'illuminent, il s'arrêta devant une large vitrine dans laquelle tout un fouillis d'étoffes et de parures reluisait aux lumières, et resta là longtemps à regarder 2 bottines de satin bleu bordées de duvet de cygne. Je sais quelqu'un à qui ces bottines feraient bien plaisir.
se disait-il en souriant, et ne se souvenant déjà plus que la petite femme était morte, il entra pour les acheter. Du fond de son arrière-boutique, la marchande entendit un grand cri. Elle accourut et recula. De peur, en voyant un homme debout qui s'accotait au comptoir et la regardait d'un air hébété, il tenait d'une main les bottines bleues à bordure de cygne et présentait l'autre main toute sanglante avec des raclures d'or au bout des ongles. Malgré ces airs de conte fantastique, cette légende est vraie d'un bout à l'autre. Il y a par le monde de pauvres gens qui sont condamnés à vivre de leur cerveau et paient en bel or fin avec leur moelle et leur substance les moindres choses de la vie. C'est pour eux une douleur de chaque jour et puis quand ils sont las de souffrir. Les vieux. Une lettre, Père Hazan? Oui, monsieur, ça vient de Paris. Il était tout fier que ça vînt de Paris, ce brave Père Hazan. Pas moi. Quelque chose me disait que cette Parisienne de la rue Jean-Jacques, tombant sur ma table à l'improviste et le si grand matin, allait me faire perdre toute ma journée. Je ne me trompais pas, voyez plutôt. Il faut que tu me rendes un service, mon ami. Tu vas fermer ton moulin pour un jour et t'en aller tout de suite à Aiguillère. Aiguillère est un gros bourg à 3 ou 4 lieues de chez toi. Une promenade, en arrivant, tu demanderas le couvent des orphelines. Là, la première maison, après le couvent, est une maison basse, à volets gris, avec un jardinet derrière. Tu entreras sans frapper, la porte est toujours ouverte, et en entrant, tu crieras bien fort. Bonjour, braves gens, je suis l'ami de Maurice. Alors, tu verras deux petits vieux, oh, mais vieux, vieux, archi-vieux, te tendre les bras du fond de leur grand fauteuil, et tu les embrasseras de ma part, avec tout ton cœur, comme s'ils étaient à toi. Puis vous causerez, ils te parleront de moi, rien que de moi, ils te raconteront 1000 folies que tu écouteras sans rire. Tu ne riras pas, hein? Ce sont mes grands-parents, deux êtres dont je suis toute la vie et qui ne m'ont pas vu depuis 10 ans. 10 ans, c'est long. Mais que veux-tu? Moi, Paris me tient. Eux, c'est le grand âge. Ils sont si vieux. S'ils venaient me voir, ils se casseraient en route. Heureusement, tu es là-bas, mon cher Meunier. Et en t'embrassant, les pauvres gens croiront m'embrasser un peu moi-même. Je leur ai si souvent parlé de nous et de cette bonne amitié aidant. Le diable soit de l'amitié. Justement, ce matin-là, il faisait un temps admirable, mais qui ne valait rien pour courir les routes. Trop de vent et trop de soleil, une vraie journée de Provence. Quand cette maudite lettre arriva, j'avais déjà choisi mon abri entre deux roches et je rêvais de rester là tout le jour, comme un lézard, à boire de la lumière, en écoutant chanter les pins. Enfin, que voulez-vous faire? Je fermai le moulin en râlant, je mis la clé sous la chaudière, mon bâton, ma pipe, et me voilà parti. J'arrivai à Aiguillère vers 2 heures. Le village était désert, tout le monde au champ. Il y avait bien sur la place de la mairie un âne qui prenait le soleil, mais personne pour m'indiquer l'orphelinat. Par bonheur, une vieille fée m'apparut, tout à coup, accroupie, filant dans un coin de sa porte. Je lui dis ce que je cherchais. Et comme cette fée était très puissante, il n'eut qu'à lever son petit bâton. Aussitôt, le couvent des orphelines se dressa devant moi. Comme par magie, c'était une grande maison, maussade et noire, toute fière de montrer au-dessus de son portail en ogive une vieille croix de grès rouge avec un peu de latin autour. À côté de cette maison, j'en aperçus une autre, plus petite, des volets gris, le jardin derrière. Je la reconnus tout de suite et j'entrai sans frapper. Je reverrai toute ma vie ce long corridor frais et calme, la muraille peinte en rose, le jardinet qui tremblait au fond à travers un store de couleur claire, et sur tous les panneaux des fleurs et des violons fanés. Il me semblait que j'arrivais chez quelques vieux baillis du temps de Sedan. Au bout du couloir, sur la gauche, par une porte entr'ouverte, on entendait le tic-tac d'une grosse horloge et une voix d'enfant, mais d'enfant à l'école, qui lisait en s'arrêtant à chaque syllabe. A, Lor, Saint, I, Ré, Né, s'écrie, H, suis le froment du Seigneur. Il faut que je sois moulu par l'un de ces animaux. Je m'approchai doucement de cette porte et je regardai. Dans le calme et le demi-jour d'une petite chambre, un bon vieux à pommettes roses, ridé jusqu'au bout des doigts, dormait au fond d'un fauteuil, la bouche ouverte, les mains sur ses genoux. À ses pieds, une fillette habillée de bleu, grand pèlerin, grande pèlerine et petit béguin, le costume des orphelines, lisait la vie de saint Irénée dans un livre plus gros qu'elle.
Cette lecture miraculeuse avait opéré sur toute la maison. Le vieux dormait dans son fauteuil, les mouches au plafond, les canaris dans leur cage, là-bas sur la fenêtre, la grosse horloge ronflait. Tic-tac, tic-tac. Il n'y avait d'éveillé dans toute la chambre qu'une grande bande de lumière qui tombait droite et blanche entre les volets clos, pleins d'étincelles vivantes et de vases microscopiques. Au milieu de l'assoupissement général, l'enfant continuait sa lecture d'un air grave. Aussitôt, deux lions s'est précipité sur lui et le dévorèrent. C'est à ce moment que j'entrai. Les lions de Saint-Irénée se précipitant dans la chambre n'y auraient pas produit plus de stupeur que moi. Un vrai coup de théâtre. La petite pousse un cri. Le gros livre tombe, les canaris, les mouches se réveillent, la pendule sonne, le vieux se dresse en sursaut, tout effaré, et moi-même un peu troublée, je m'arrête sur le seuil en criant bien fort. Bonjour, braves gens, je suis l'ami de Maurice. Oh, alors, si vous l'aviez vu, le pauvre vieux, si vous l'aviez vu venir vers moi, les bras tendus, m'embrasser, me serrer les mains, courir égaré dans la chambre, en faisant mon Dieu, toutes les rides de son visage riaient, il bégayait ah, monsieur, puis il allait vers le fond en appelant Mamette. Une porte qui s'ouvre, un trot de souris dans le couloir, c'était Mamette, rien de joli, comme cette petite vieille avec son bonnet à coque, sa robe carmélite et son mouchoir brodé qu'elle tenait à la main pour me faire honneur. À l'ancienne mode, chose attendrissante. Il se ressemblait. Avec un tour et des coques jaunes, il aurait pu s'appeler Mamette lui aussi. Seulement, la vraie Mamette avait dû beaucoup pleurer dans sa vie, et elle était encore plus ridée que l'autre. Comme l'autre, aussi, elle avait près d'elle une enfant de l'orphelinat, petite garde en pèlerine bleue, qui ne la quittait jamais, et de voir ces vieillards protégés par ces orphelines, c'était ce qu'on peut imaginer de plus touchant. En entrant, Mamette avait commencé par me faire une grande révérence, mais d'un mot de le vieux lui coupa sa révérence en deux. C'est l'ami de Maurice. Aussitôt, la voilà qui tremble, qui pleure, perd son mouchoir, qui devient rouge, toute rouge, encore plus rouge que lui. C'est vieux. Ça n'a qu'une goutte de sang dans les veines. Et à la moindre émotion, elle leur saute au visage. Vite, vite, une chaise, dit la vieille à sa petite. Ouvre les volets, crie le vieux à la tienne. Et me prenant chacun par une main, ils m'emmenèrent en trottinant jusqu'à la fenêtre qu'on a ouverte toute grande pour mieux me voir. On approche les fauteuils, je m'installe entre les deux sur un pliant, les petites bleues derrière nous, et l'interrogatoire commence. Comment va-t-il? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi ne vient-il pas? Est-ce qu'il est content? Et patati et patata, comme cela pendant des heures. Moi, je répondais de mon mieux à toutes leurs questions, donnant sur mon ami les détails que je savais, inventant effrontément ce que je ne savais pas, me gardant surtout d'avouer que je n'avais jamais remarqué si ses fenêtres fermaient bien ou de quelle couleur était le papier de sa chambre. Le papier de sa chambre, il est bleu, madame, bleu clair avec des guirlandes. Vraiment? Faisait la pauvre vieille attendrie, et elle ajoutait en se tournant vers son mari. C'est un si brave enfant. Oh oui, c'est un brave enfant, reprenait l'autre avec enthousiasme. Et tout le temps que je parlais, c'était entre eux des hochements de tête, de petits rires fins, des clignements d'yeux, des airs entendus ou bien encore le vieux qui se rapprochait pour me dire Parlez plus fort, elle a l'oreille un peu dure. Et elle de son côté Un peu plus haut, je vous prie, il n'entend pas très bien. Alors j'élevai la voix et tous les deux me remerciaient d'un sourire, et dans ces sourires fanés qui se penchaient vers moi, cherchant jusqu'au fond de mes yeux l'image de leur Maurice, moi, j'étais tout émue de la retrouver, cette image vague, voilée, presque insaisissable, comme si je voyais mon ami me sourire très loin dans un brouillard. Tout à coup, le vieux se dresse sur son fauteuil. Mais j'y pense, Mamette, il n'a peut-être pas déjeuné. Et Mamette effarée, les bras au ciel. Pas déjeuné, grand Dieu! Je croyais qu'il s'agissait encore de Maurice et j'allais répondre que ce brave enfant n'attendait jamais plus tard que midi pour se mettre à table. Mais non, c'était bien de moi qu'on parlait. Et il faut voir quel branle-bas quand j'avouai que j'étais encore à jeun. Vite le couvert, petite bleue, la table au milieu de la chambre, la nappe du dimanche, les assiettes à fleurs, et ne rions pas tant, s'il vous plaît, et dépêchons-nous. Je crois bien qu'il se dépêchait. À peine le temps de casser trois assiettes, le déjeuner se trouva servi. Un bon petit déjeuner, me disait ma mère en me conduisant à table. Seulement vous serez tout seul. Nous autres, nous avons déjà mangé ce matin. Ces pauvres vieux, à quelques heures qu'on les prenne, ils ont toujours mangé le matin. Le bon petit déjeuner de Mamette, c'était deux doigts de lait, des dattes et une barquette
quelque chose comme un échaudé, de quoi la nourrir et laisser Canaris au moins pendant 8 jours. Et dire qu'à moi seul je vins à bout de toutes ces provisions. Aussi quelle indignation autour de la table. Comme les petites bleues chuchotaient en se poussant du coude, et là-bas au fond de leur cage, comme les canaris avaient l'air de se dire Oh, ce monsieur qui mange toute la barquette. Je la mangeais toute, en effet, et presque sans m'en apercevoir, occupée que j'étais à regarder autour de moi dans cette chambre claire et paisible, où flottait comme une odeur de choses anciennes. Il y avait surtout 2 petits lits dont je ne pouvais pas détacher mes yeux. Ces lits, presque de berceau, je me les figurais le matin, au petit jour, quand ils sont encore enfuis sous leurs grands rideaux à franges. 3 heures sonnent, c'est l'heure où tous les vieux se réveillent. Tu dors, maman? Non, mon ami. N'est-ce pas que Maurice est un brave enfant? Oh oui, c'est un brave enfant. Et j'imaginais comme cela toute une causerie, rien que pour avoir vu ces 2 petits lits de vieux dressés l'un à côté de l'autre. Pendant ce temps, un drame terrible se passait à l'autre bout de la chambre, devant l'armoire. Il s'agissait d'atteindre là-haut, sur le dernier rayon, certains bocal de cerises à l'eau-de-vie qui attendaient Maurice depuis 10 ans et dont on voulait me faire l'ouverture. Malgré les supplications de Mamette, le vieux avait tenu à aller chercher ses cerises lui-même et monter sur une chaise un grand effroi de sa femme. Il essayait d'arriver là-haut, vous voyez le tableau d'ici, le vieux qui tremble et qui se hisse, les petites bleues cramponnées à sa chaise, Mamette derrière lui haletante, les bras tendus, et sur tout cela un léger parfum de bergamote qui s'exhale de l'armoire ouverte et des grandes piles de lingerie. C'était charmant. Enfin, après bien des efforts, on parvint à le tirer de l'armoire, ce fameux bocal, et avec lui une vieille timbale d'argent, toute bosselée, la timbale de Maurice quand il était petit. On me la remplit de cerises jusqu'à bord. Maurice les aimait tant, les cerises, et tout en me servant, le vieux me disait à l'oreille d'un air de gourmandise Vous êtes bien heureux, vous, de pouvoir en manger. C'est ma femme qui les a faites. Vous allez goûter quelque chose de bon. Hélas, sa femme les avait faites, mais elle avait oublié de les sucrer. Que voulez-vous? On devient distrait en vieillissant. Elles étaient atroces, vos cerises, ma pauvre mamette, mais cela ne m'empêcha pas de les manger jusqu'au bout, sans sourciller. Le repas terminé, je me levai pour prendre congé de mes hôtes. Ils auraient bien voulu me garder encore un peu pour causer du brave enfant, mais le jour baissait, le moulin était loin, il fallait partir. Le vieux s'était levé en même temps que moi. Mamette, mon habit, je veux le conduire jusqu'à la place. Bien sûr qu'au fond d'elle-même, Mamette trouvait qu'il faisait déjà un peu frais pour me conduire jusqu'à la place, mais elle n'en laissa rien paraître. Seulement, pendant qu'elle l'aidait à passer les manches de son habit, un bel habit tabac d'Espagne, à boutons de nacre, j'entendis la chère créature qui lui disait doucement Tu ne rentreras pas tard, n'est-ce pas? Et lui, d'un petit air malin Hé, hé, je ne sais pas, peut-être. Là-dessus, ils se regardaient en riant, et les petites bleues riaient de les voir rire, et dans leur coin, les canaris riaient aussi à leur manière. Entre nous, je crois que l'odeur des cerises les avait tout un peu grisés. La nuit tombait, quand nous sortîmes, le grand-père et moi. La petite bleue nous suivait de loin pour le amener, mais lui ne la voyait pas, et il était tout fier de marcher à mon bras comme un homme. Ma mère rayonnante voyait cela du pas de sa porte et elle avait en nous regardant de jolis hochements de tête qui semblaient dire tout de même, mon pauvre homme, il marche encore. Les sauterelles. Encore un souvenir d'Algérie, et puis nous reviendrons au moulin. La nuit de mon arrivée dans cette ferme du Sahel, je ne pouvais pas dormir. Le pays nouveau, l'agitation du voyage, les aboiements des chacals, puis une chaleur énervante, oppressante, un étouffement complet, comme si les mailles de la moustiquaire n'avaient pas laissé un souffle d'air. Quand j'ouvris ma fenêtre au petit jour, une brume d'été lourde, lentement remuée, frangée au bord de noir et de rose, flottait dans l'air comme un nuage de poudre sur un champ de bataille. Pas une feuille ne bougeait, et dans ces beaux jardins que j'avais sous les yeux, les vignes espacées sur les pentes au grand soleil qui fait les vins sucrés, les fruits d'Europe abrités dans un coin d'ombre, les petits orangers, les mandariniers en longues files microscopiques, tout gardait le même aspect morne. Cette immobilité des feuilles attendant l'orage, les bananiers eux-mêmes, ces grands roseaux verts tendres, toujours agités par quelques souffles qui emmêlent leurs fines chevelures si légères, se dressaient silencieux et droits, en panache régulier. Je restai un moment à regarder cette plantation merveilleuse où tous les arbres du monde se trouvaient réunis, donnant chacun dans leur saison leurs fleurs et leurs fruits dépaysés. Entre les champs de blé et les massifs de chênes lièges, un cours d'eau luisait, rafraîchissant à voir
par cette matinée étouffante, et tout en admirant le luxe et l'ordre de ces choses, cette belle ferme, avec ses arcades mauresques, ses terrasses toutes blanches d'aube, les écuries et les hangars groupés autour, je songeais qu'il y a 20 ans, quand ces braves gens étaient venus s'installer dans ce vallon du Sahel, ils n'avaient trouvé qu'une méchante baraque de cantonnier, une terre inculte hérissée de palmiers nains et de lentisques. Tout à créer, tout à construire, à chaque instant des révoltes d'Arabes. Il fallait laisser la charrue pour faire le coup de feu, ensuite les maladies, les ophtalmies, les fièvres, les récoltes manquées, les tâtonnements de l'inexpérience, la lutte avec une administration bornée, toujours flottante. Que d'efforts, que de fatigue, quelle surveillance incessante. Encore maintenant, malgré les mauvais temps finis et la fortune si chèrement gagnée, tous deux, l'homme et la femme, étaient les premiers levés à la ferme. À cette heure matinale, je les entendais aller et venir dans les grandes cuisines du rez-de-chaussée, surveillant le café des travailleurs. Bientôt une cloche sonna, et au bout d'un moment, les ouvriers défilèrent sur la route. Des vignerons de Bourgogne, des laboureurs kabyles en guenilles, coiffés d'une chichia rouge, des Maltais, des Lucquois, tout un peuple disparate, difficile à conduire. À chacun d'eux, le fermier, devant la porte, distribuait sa tâche de la journée, d'une voix brève, un peu rude. Quand il eut fini, le brave homme leva la tête, scruta le ciel d'un air inquiet, puis m'apercevant à la fenêtre. Mauvais temps pour la culture, me dit-il. Voilà le sirocco. En effet, à mesure que le soleil se levait, des bouffées d'air brûlantes, suffocantes, nous arrivaient du sud comme de la porte d'un four ouverte et refermée. On ne savait où se mettre, que devenir. Toute la matinée se passa ainsi. Nous prîmes du café sur les nattes de la galerie, sans avoir le courage de parler ni de bouger. Les chiens allongés, cherchant la fraîcheur des dalles, s'étendaient dans des poses accablées. Le déjeuner nous remit un peu, un déjeuner plantureux et singulier, où il y avait des carpes, des truites, du sanglier, du hérisson, le beurre de Stawelli, les vins de Crescia, les goyaves, des bananes, tout un dépaysement de mets qui ressemblait bien à la nature si complexe dont nous étions entourés. On allait se lever de table. Tout à coup, à la porte-fenêtre, fermée pour nous garantir de la chaleur du jardin en fournaise, de grands cris retentirent. Les criquets, les criquets! Mon hôte devint tout pâle comme un homme à qui on annonce un désastre, et nous sortîmes précipitamment. Pendant 10 minutes, ce fut dans l'habitation, si calme tout à l'heure, un bruit de pas précipités, de voix indistinctes, perdues dans l'agitation d'un réveil. Cela faisait un vacarme effrayant, discordant, que dominait d'une note suraiguë les you-you, des femmes arabes accourues d'un douar voisin. Souvent, paraît-il, il suffit d'un grand bruit, d'un frémissement sonore de l'air pour éloigner les sauterelles, les empêcher de descendre. Mais où étaient-elles donc, ces terribles bêtes? Dans le ciel vibrant de chaleur, je ne voyais rien qu'un nuage venant à l'horizon, cuivré, compact, comme un nuage de grêle, avec le bruit d'un vent d'orage dans les 1000 rameaux d'une forêt. C'étaient les sauterelles, soutenues entre elles par leurs ailes sèches étendues. Elles volaient en masse, et malgré nos cris, nos efforts, le nuage s'avançait toujours, projetant dans la plaine une ombre immense. Bientôt il arriva au-dessus de nos bêtes. Sur les bords, on vit pendant une seconde un effrangement, une déchirure, comme les premiers grains d'une giboulée. Quelques-unes se détachèrent, distinctes, roussâtres. Ensuite, toute la nuit creva, et cette grêle d'insectes tomba, drue et bruyante. À perte de vue, les champs étaient couverts de criquets énormes, gros comme le doigt. Alors le massacre commença, hideux, murmure d'écrasement, de paille broyée avec les herbes, les pioches, les charrues. On remuait ce sol mouvant, et plus on en tuait, plus il y en avait. Ils grouillaient par couches, leurs hautes pattes enchevêtrées, celles du dessus faisant des bonds de détresse, sautant au nez des cheveux, attelés pour cette étrange labour. Les chiens de la ferme, ceux du douar, lancés à travers champs, se ruaient sur elles, les broyaient avec fureur. À ce moment, deux compagnies de turcos, clairant en tête, arrivèrent au secours des malheureux colons, et la tuerie changea d'aspect. Au lieu d'écraser les sauterelles, les soldats les flambaient en répandant de longues traînées de poudre. Fatigué de tuer, écœuré par l'odeur infecte, je rentrai. À l'intérieur de la ferme, il y en avait presque autant que dehors. Ils étaient entrés par les ouvertures des portes, des fenêtres,
la baie des cheminées, au bord des boiseries, dans les rideaux déjà tout mangés. Ils se traînaient, tombaient, volaient, grimpaient en murs blancs avec une ombre gigantesque qui doublait leur laideur. Et toujours cette odeur épouvantable. À dîner, il fallut se passer d'eau. Les citernes, les bassins, les puits, les viviers, tout était infecté. Le soir, dans ma chambre, où l'on avait pourtant tué des quantités, j'entendis encore des grouillements sous les meubles et ce craquement des litres, semblable au pétillement des gousses qui éclatent à la grande chaleur. Cette nuit-là, non, plus je ne pus pas dormir. D'ailleurs, autour de la ferme, tout restait éveillé. Des flammes couraient au ras du sol, d'un bout à l'autre de la plaine. Les turcos en tuaient toujours. Le lendemain, quand j'ouvris ma fenêtre comme la veille, les sauterelles étaient parties, mais quelle ruine elles avaient laissée derrière elles. Plus une fleur, plus un brin d'herbe, tout était noir, rangé, calciné. Les bananiers, les abricotiers, les pêchers, les mandariniers se reconnaissaient seulement à l'allure de leurs branches dépouillées, sans le charme, le flottant de la feuille qui est la vie de l'arbre. On nettoyait les pièces d'eau, les citernes. Partout, des laboureurs creusaient la terre pour tuer les œufs laissés par les insectes. Chaque motte était retournée, brisée soigneusement, et le cœur se serrait de voir les 1000 racines blanches, pleines de sève, qui apparaissaient dans cet écroulement de terre fertile. Nostalgie de caserne. Ce matin, aux premières clartés de l'aube, un formidable roulement de tambour me réveille en sursaut. Remplan-plan, remplan-plan. Un tambour dans mes pas à pareille heure, voilà qui est singulier, par exemple. Vite, vite, je me jette à bas de mon lit et je cours ouvrir la porte. Personne. Le bruit s'est tu. Du milieu des buissons mouillés, 2 ou 3 oiseaux s'envolent en secouant leurs ailes. Au même moment, le tambour, invisible, se met à battre au champ sous le couvert. Plan, plan. Le diable soit de la peau d'âne, je l'avais oublié. Mais enfin, qui est donc le sauvage qui vient saluer l'horreur au fond des bois avec un tambour? J'ai beau regarder, je ne vois rien, rien que les touffes de lavande et les pins qui dégringolent jusqu'en bas sur la route. Il a peut-être par là, dans le forêt, quelques lutins cachés en train de se moquer de moi. C'est Ariel, sans doute, ou Maître Pâques. Le drôle se sera dit en passant devant mon moulin. Ce Parisien est trop tranquille là-dedans, allons lui donner l'aubade. Sur quoi il aura pris un gros tambour et plan. Te tairas-tu, gredin de Pâques? Tu vas réveiller mes cigales. Ce n'était pas Pâques, c'était Gouget François, 10 pistolets, tambour au 31 de ligne. Et pour le moment en congé de semestre, Pistolet s'ennuie au pays, il a des nostalgies, ce tambour, et quand on veut bien lui prêter l'instrument de la commune, il s'en va, mélancolique, battre la caisse dans les bois en rêvant de la caserne du prince Eugène. C'est sur ma petite colline verte qu'il est venu rêver aujourd'hui. Il est là, debout contre un pin, son tambour entre ses jambes et s'en donnant à cœur joie, des vols de perdreaux effarouchés partent à ses pieds sans qu'il s'en aperçoive. La férigoule embaume autour de lui, il ne la sent pas. Il ne voit pas non plus les fines toiles d'araignée qui tremblent au soleil entre les branches, ni les aiguilles de pin qui sautillent sur son tambour. Tout entier à son rêve et à sa musique, il regarde amoureusement voler ses baguettes et sa grosse face niaise s'épanouit de plaisir à chaque roulement. Plan. Quelle est belle la grande caserne avec sa cour aux larges dalles, ses rangées de fenêtres bien alignées, son peuple embonné de police et ses arcades basses pleines du bruit des gamelles. Plan. Oh, l'escalier sonneur, les corridors peints à la chaux, la chambrée odorante, les ceinturons qu'en mastic, la planche au pain, les pots de cirage, les couchettes de fer à couverture grise, les fusils qui reluisaient au râtelier. Retraite dans les brouillards à l'heure où le gaz s'allume, l'appel du soir où l'on arrive essoufflé. Plan. Oh, le bois de Vincement, les gros gants de coton blanc, les promenades sur les fortifications. Oh, la barrière de l'école, les filles à soldats, le piston du salon de Mars, l'absinthe dans les buis, les confidences entre deux hoquets, les briquets qu'on dégaine, la romance sentimentale chantée, une main sur le cœur,
Rêve, rêve, pauvre homme, ce n'est pas moi qui t'en empêcherai. Tape hardiment sur ta caisse, tape à tour de bras. Je n'ai pas le droit de te trouver ridicule. Si tu as la nostalgie de ta caserne, est-ce que moi je n'ai pas la nostalgie de la mienne? Mon pari me poursuit jusqu'ici comme le tien. Tu joues du tambour sous les pins, toi, moi j'y fais de la copie. Ah, les beaux Provençaux que nous faisons. Là-bas, dans les casernes de Paris, nous regrettons l'odeur sauvage des lavandes. Maintenant, ici, en pleine Provence, la caserne nous manque et tout ce qui la rappelle nous est cher. 8 heures sonnent au village, Pistolet sans lâcher ses baguettes, s'est mis en route pour rentrer. On l'entend descendre sous le bois, jouant toujours, et moi, couché dans l'herbe, malade de nostalgie, je crois voir au bruit du tambour qui s'éloigne tout mon Paris défiler entre les pins. Ah, Paris, Paris, toujours Paris.